L'idée a été lancée au cours de la fameuse réunion de Pau en France entre les chefs d'État du G5 Sahel et Emmanuel Macron. La mise en place de la coalition pour le Sahel, toujours en discussion, les choses se précisent. Une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel et celui de la France hier a permis de dresser une partie de la nomenclature de la structure chargée de coordonner la mobilisation des fonds pour la lutte contre le terrorisme dans cette sous-région. Nous donnerons les détails tout à l'heure. Politique nationale. Abdoulaye Soma prête serment devant ses militants au cours d'un congrès statutaire, un exercice qui permet aux candidats à l'élection présidentielle du parti Soleil d'Avenir de confirmer encore le choix porté sur lui par sa formation politique. Et puis, après les retours de bons procédés entre le CDP et l'UPC au cours d'un congrès d'investiture respectif de leurs candidats, l'heure est peut-être à la formalisation de l'alliance entre ces deux partis. La question était au centre d'une conférence de presse du Congrès pour la démocratie et le progrès ce 29 juillet. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous avons un invité ce soir. Il s'agit du professeur Jean-Claude Bationneau. Il est le directeur général de l'école normale supérieure de Koudougou. Avec lui, nous allons parler de la formation des formateurs dans un contexte où, vous le savez, où il y a eu lieu les examens du CEP, du BEPC. Il y a aussi cette polémique sur le niveau de nos enseignants dans les lycées et collèges. Nous allons aborder toutes ces questions avec le professeur Jean-Claude Bationneau tout à l'heure. Ça sera la suite de ce journal. Mais avant, la lutte contre le terrorisme, toujours au centre des préoccupations du G5 Sahel après la réunion de Pau, je vous le disais, qui a jeté les bases de la création d'une structure chargée de mobiliser les financements adéquats. Les chefs de diplomatie des 5 pays sahéliens concernés et celui de la France ont entamé hier au cours d'une réunion par visioconférence l'organisation du mode de gestion de ce qu'on appelle la coalition pour le Sahel. Plus de précisions, Abdourazak Traoré. La coalition pour le Sahel trace son bonhomme de chemin plus de 6 mois après. La volonté affichée des chefs d'État du G5 Sahel réunis autour de Emmanuel Macron à Pau en France. Pour cette deuxième rencontre virtuelle, les ministres des Affaires étrangères de la force conjointe et leurs homologues français discutent sur la nature de l'organe dirigeant de cette structure qui veut rassembler l'ensemble des partenaires techniques et financiers au profit de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et donc moi je verrais plutôt un coordonnateur pour donc gérer tout ça et également qui coordonnerait les activités aussi de la coalition avec le secrétariat exécutif du G5 Sahel. Et quant au siège, bon, voilà, pour Bruxelles, oui, Bruxelles, je pense que le choix ne pose pas de problème compte tenu de l'aspect carrefour de cette capitale européenne. Maintenant, s'il doit y avoir un autre siège plus tard en Afrique ou une autre représentation, j'aurais proposé Ouagadougou. Ça, c'est ce que le patron de la diplomatie burkinabé propose. Après un tour de table, voilà ce qui est décidé. Les participants optent pour un haut représentant qui va assumer le rôle de premier responsable de la coalition. Qui va être nommé et qui va avoir pour siège Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est la capitale européenne, c'est un grand carrefour. Et puis également que c'est un sahélien qui va être nommé comme haut représentant et qui aura donc comme adjoint un des partenaires, c'est-à-dire un Européen notamment. Et ça va être alternatif. Donc 2 ans après, ça va être un Européen et puis nous aurons un adjoint qui va venir du Sahel. Et pour la désignation, on laisse le pouvoir décisionnel des chefs d'État pouvoir le faire. Le haut représentant qui sera donc nommé par les chefs d'État va axer sa mission autour de 4 piliers. Ainsi en a décidé les ministres qui ont participé à la réunion. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités sécuritaires et de défense des États, le retour de l'administration dans des zones rouges et enfin le pilier développement.
Les questions sécuritaires seront sans doute l'une des épines dorsales des débats de la campagne électorale à venir. À quelques mois de la date du 22 novembre prochain, les candidats et les états-majors des partis politiques s'organisent de plus en plus et les choses se précisent davantage, chacun selon sa méthode. Après les congrès d'investiture qu'on a vu défiler ces dernières semaines, eh bien, au parti Le Soleil d'Avenir, on a tenu plutôt un congrès statutaire, rassemblement au cours duquel le candidat du parti, Abdoulaye Soma, a prêté serment devant des militants visiblement enthousiastes à la Maison de la Culture en Sem Titia Massanou du Bobo du Lasso. Compte rendu surtout Justin Dabiré. C'est devant des militants et sympathisants de la région des Hauts-Bassins acquis à sa cause et un collège de 3 doyens du parti que le candidat du Soleil d'Avenir a prêté serment. Au nom du peuple, au nom des valeurs authentiques des ancêtres de nos sociétés traditionnelles, au nom des militants et votants du Soleil d'Avenir, je jure fidélité et loyauté aux idéaux du Soleil d'Avenir et aux intérêts supérieurs du peuple burkinabé. J'engage mon intégrité, mon honorabilité et mes capacités à défendre ces valeurs dans la conduite de ma candidature et dans l'exercice de mes fonctions présidentielles. Je le jure. Candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020, Abdoulaye Soma invite ses militants à aller dans toutes les contrées du pays pour conquérir des voix en vue de son élection à la présidentielle de novembre 2020. Je suis le capitaine du Soleil d'Avenir, le capitaine qui va conduire le bateau du Soleil d'Avenir à bon port jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À partir de maintenant, il n'y a pas de sommeil. Allez-y, fouillez, labourez, travaillez, cherchez, allez en campagne. Quel que soit là où se trouve une voix du Burkina Faso, nous avons besoin de ça. On va récolter les voix. Je suis convaincu que si on prend le pouvoir, le Burkina Faso se portera mieux. Et avec cette conviction, je me battrai avec vous, je me battrai devant vous, je me battrai aux côtés de vous, je me battrai après vous. Et avec notre puissance, nous aurons la victoire. À partir de maintenant, Océan est à 2 doigts et nous allons faire ces 2 doigts, nous aurons Océan par la puissance de Dieu. Le Soleil d'Avenir est un parti qui arrive dans l'arène politique pour briller au plus haut sommet selon son président et changer certaines habitudes. Pourquoi vous n'allez pas voir le Soleil d'Avenir prendre des photos avec des pauvres, leur donnant des vivres? Vous n'allez pas voir le Soleil d'Avenir donner de l'argent pour venir à une réunion. Vous n'allez pas voir le Soleil d'Avenir donner de l'argent pour acheter les voix des personnes. Nous allons changer ça et nous ne faisons pas ça. Parce que ça fait partie de l'avilissement du citoyen. Ça détruit les rapports entre l'autorité qui va être élue et les citoyens. Il faut que nous changions cela. Vous allez voir le Soleil d'Avenir sur le terrain, au front. C'est tête à tête, personne après personne, voix après voix, électeur après électeur. C'est comme ça que nous allons battre campagne. Une fois élu président du Faso, le candidat du Soleil d'Avenir compte faire de la réconciliation et de la paix au Burkina Faso son cheval de bataille. Pour la paix et la réconciliation nationale au Burkina, le professeur Soma est convaincu qu'il a le profil recherché par le peuple burkinabé. Toujours dans la course au fauteuil présidentiel, l'opposition politique tente d'affiner sa stratégie. On parle de plus en plus d'alliances entre le CDP et l'UPC en cas de deuxième tour du scrutin. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a levé un peu plus le voile sur cette démarche ce 29 juillet. C'était au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu d'Arsène Konditamde. Selon Achille Tapsouba, l'opposition burkinabé s'achemine vers la formalisation d'une alliance politique. Cette alliance, selon le vice-président du CDP, permettrait non seulement de soutenir un candidat de l'opposition en cas de second tour à la présidentielle, mais aussi de former un gouvernement de coalition en cas d'accession d'un des leurs à la magistrature suprême. Le deuxième aspect de l'alliance est une alliance qui amène donc les partis en accord à se tenir disponibles et prêts pour composer dans un gouvernement ultérieur. Donc c'est donc la substance principale de l'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre ensemble pour gagner les élections, il faut également se mettre ensemble pour gérer le pays. Il faut une ouverture tout simplement aux Burkinabés qui ont de la compétence, mais tout cela encadré dans un schéma politique qu'on pourrait qualifier de programme commun.
un programme de gouvernement minimal commun sera donc nécessaire. Ces derniers jours, une lettre supposée de Blaise Compaoré, dans laquelle il dresse le portrait robot du candidat idéal à la présidentielle, a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Pour le CDP, l'origine de cette lettre est à vérifier. Ce débat assez curieux entre des lettres qui sont envoyées, qui ne sont pas envoyées, qui sont authentifiées, qui ne sont pas authentifiées, j'avoue que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas donc la capacité de mener des enquêtes sur les authenticités des lettres, mais cet intérêt même n'est pas prononcé à notre niveau. Si le fondateur avait écrit, après la lettre du 9, dont l'objet était validation de la candidature d'Edi Kongwebo, s'il avait écrit le 10 ou le 11 en disant lettre d'invalidation de la candidature d'Edi Kongwebo, nous aurions compris et nous en aurions pris acte. Selon Achille Tapsoba et ses camarades, la machine du Congrès pour la démocratie et le progrès est en marche pour les élections du 22 novembre. Le candidat Edi Komboigo ne compte pas faire de la figuration. Tout sera mis en œuvre pour la victoire aux prochaines consultations électorales. Politique encore hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que Alassane Ouattara va briguer encore un troisième mandat? La question devrait être tranchée aujourd'hui au cours d'une réunion du conseil politique du RHDP, le parti au pouvoir. Eh bien, il va falloir attendre encore. Alassane Ouattara n'a pas pris sa décision. Voici ce qu'il déclare. Je prends acte des résolutions du conseil politique et de votre demande. Je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour AGC, Amadou Gon Coulibaly, et de me donner le temps avant de vous répondre. Je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Voici ce qu'il a déclaré. Il va falloir donc attendre encore quelques jours, peut-être quelques semaines, pour connaître la décision d'Alassane Ouattara de briguer ou pas un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Toute autre chose, retour au Burkina avec ce projet de renforcement du système de protection institutionnelle et communautaire de l'enfant dans les zones périurbaines de Ouagadougou, un projet initié par l'ONG Educo et lancé hier. Quel sera son impact sur l'épanouissement des enfants et comment sera-t-il mené? Élément de réponse, Abdulaziza Saré. Wapassi, Zongo ou encore Djikofé, des zones périurbaines dépourvues de commodités adéquates tels que les voiries, l'électricité ou encore les services sociaux de base. Une situation qui expose les habitants et plus particulièrement les enfants à toutes sortes de risques préjudiciables à leur épanouissement. Pour apporter des réponses à cette situation très peu reluisante, l'ONG Educo initie le RESPIS. Ce projet vise à garantir les droits et le bien-être des enfants. Le projet va permettre de renforcer le système communautaire et institutionnel de protection de l'enfant. Mais le projet va permettre aussi de sensibiliser beaucoup la population, la communauté, et notamment aussi les conseils municipaux sur la protection et les droits des enfants. Mais le projet va permettre aussi de renforcer les capacités opérationnelles des structures de protection de l'enfant, notamment les services sociaux communaux et la direction provinciale de la femme et de la famille et de l'action humanitaire. Dans sa mise en œuvre, le projet de renforcement du système de protection institutionnelle et communautaire de l'enfant RESPIS va s'étendre sur une période de 10 mois. Il interviendra dans la province du Kadiogo, précisément dans les zones périurbaines des arrondissements 9 et 12 de Ouagadougou. Parallèlement, nous sommes en train de développer un projet avec un partenaire sur les mêmes thématiques et un peu dans les mêmes zones. L'idée, à terme d'Educo, c'est d'avoir un réel paquet d'activités dans les zones périurbaines de Ouagadougou. Toute l'expertise et l'expérience que nous avons mobilisée dans les autres pays, et aussi dans la région du nord de Burkina Faso, nous sommes prêts aujourd'hui à déployer cette énergie dans la région autour de Ouagadougou. Le coût global du projet est estimé à 50 millions de francs CFA. Il sera financé à hauteur de 5% par l'association Action Gouvernance Intervention Renforcement AGI. On parle encore d'épanouissement des enfants, mais cette fois-ci dans le cadre de la formation et de l'école. Et c'est le moment pour nous de recevoir notre invité de ce soir, le professeur Jean-Claude Bationneau. Il est le directeur général de l'école normale supérieure de Koudougou. Monsieur Bationneau, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tapa. Bienvenue. Alors, l'école normale supérieure de Koudougou va
avoir une cérémonie bientôt. Ça sera la sortie officielle de plus de 2000 stagiaires de cette école de formation. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'est une première pour une institution depuis 24 ans d'organiser une cérémonie de sortie de ces stagiaires. Donc c'est l'opportunité pour nous de rendre hommage et de reconnaître le mérite de nos chefs, nos supérieurs hiérarchiques qui sont battus pour l'autonomisation de cette école normale supérieure qui faisait partie de l'université Norbert Zongo et également de récompenser les meilleurs stagiaires de notre institution. Alors, vous formez les enseignants qui vont dispenser les cours dans les lycées et collèges, dans les écoles primaires. Cette année, le système d'évaluation de ces élèves a changé. Tout à fait. À quel niveau? Oui, disons d'abord que de façon traditionnelle, les élèves, professeurs des lycées et collèges sont mis en position de stage et après une année de formation théorique à l'école. Et à l'issue de ce stage de 6 mois ou de 7 mois, font ce que nous appelons l'examen pratique après un suivi pédagogique. Mais avec la pandémie du corona, nous étions obligés de les certifier autrement parce que les écoles étaient fermées. Et donc, les établissements étant fermés, ils ne sont plus en classe pour officier. Donc, ils étaient hors des salles de classe. Cependant, nous devions trouver des solutions pour les certifications parce que ces élèves stagiaires sont recrutés et ils ont, sur un concours direct, et ils ont des pré-salaires. Et vu le nombre important de nos stagiaires, autour de 1619, ils ont un pré-salaire mensuel de 300 millions. Et nous avons fait des estimations. Si nous devrions attendre à la fin du corona et jusqu'en décembre pour les certifier, il faut s'attendre à une bagatelle de 1,3 milliard, chose que nous n'avons pas. Et avec la régulation, et vous le savez, et nous n'avons pas assez d'argent. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour pouvoir les certifier autrement cette année. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'on a sacrifié peut-être, je dis bien peut-être, la qualité de la formation de ces enseignants à cause de moyens financiers. Pas forcément à cause du moyen financier, et je l'ai déjà expliqué. Et la certification, l'évaluation de l'élève, de l'étudiant, dépend aussi des outils d'évaluation de l'enseignant. Nous avons dit qu'ils ont déjà été formés pendant 1 an. Ils ont été admis pour l'examen pratique. Il y a également des stages pratiques qu'ils ont eu à effectuer. Ils ont des rapports de stages. Et quand nous faisons le bilan, nous disons qu'ils peuvent au moins présenter des fiches de leçons, des tableaux de bord qu'ils devraient utiliser. Et comme ils ont déjà suivi et comme ils ont été suivis, ils ont eu des conseils, alors on pouvait les certifier à l'État. Donc la formation ce n'est pas un sacrifice en tant que tel. Oui, mais c'est une formation quelque peu escamotée, inachevée tout de même. Un peu, vers la fin. Oui, un peu, cela peut avoir un impact peut-être sur la qualité des enseignants. Je pose la question parce que vous connaissez le débat, les examens du BEPC viennent définir, bientôt ça sera les examens du baccalauréat. Mais la question qu'on pose, et c'est le débat au sein de la société, c'est la qualité des formateurs. On estime que les résultats ne sont pas forcément fameux et que la formation des élèves ne serait pas à niveau. La faute retomberait sur la qualité de vos enseignants. Pas de l'école normale seulement de Koudougou, mais de toutes les écoles de formation. Oui, et c'est parce que nous avons, depuis longtemps, une seule forme d'évaluation de nos stagiaires, si bien que les gens sont tellement habitués qu'on s'attend peut-être au même moule d'évaluation. Si bien que dès qu'on change de méthode d'évaluation, alors on se dit que l'ancienne était la meilleure, et pas du tout. Donc nous ne sommes pas... Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que la qualité des enseignants dans les lycées et collèges a un peu baissé tout de même?
La question, au regard des résultats? Oui, monsieur Dapa, la question de la qualité a toujours été posée un peu partout dans le monde. Et vous savez que l'homme est insatiable. Et c'est le bien fondé de notre être. Donc, il faut toujours remettre en cause la qualité de la formation afin que les chercheurs anciens de l'éducation, que nous autres, nous puissions chercher à améliorer. Et qui parle de recherche, qui parle d'amélioration, doit quand même poser un diagnostic pour dire que ça va, mais à tel niveau, ça ne va pas très bien, on peut toujours améliorer. Peut-être aussi qu'il va falloir se pencher un jour sur le contenu des livres qu'on enseigne aux enfants, aux jeunes dans les lycées et collèges, les livres d'histoire, les livres de géographie qui existent depuis plusieurs années et qui ne sont peut-être pas plus adaptés à ce monde globalisé, ce monde-là de la mondialisation. Peut-être qu'il va falloir poser la question, est-ce que vous en discutez souvent avec vos responsables, le ministère? Tout à fait, tout à fait. Et les programmes sont toujours élaborés pour une durée de 5 ans et il faut toujours évaluer et réécrire les programmes en tenant compte de nouveaux concepts. Donc au niveau universitaire, le programme, les curricula ont toujours été revus, ont toujours été relus. Et actuellement, je sais qu'il y a un atelier à Zignaré pour la relecture des programmes de l'enseignement secondaire où des encadreurs et des enseignants-chercheurs de l'école normale supérieure ont été invités par le MENA-PLN pour la relecture de ces programmes. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique de l'innovation, il y a également autant d'innovations pour améliorer les contenus de formation au niveau de l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Alors, dernière question, cela fait maintenant 24 ans que l'école normale supérieure de Koudougou existe. Quel a été le rôle fondamental de cette école après 24 ans dans le système de formation du Burkina? Oui, merci. Et tantôt, vous venez de parler des résultats du CEP et du BPC. Voici des résultats qui interpellent une école de formation comme l'école normale supérieure, car elle a en charge les enseignants des lycées et collèges et les encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, les encadreurs pédagogiques du premier degré et également les encadreurs pédagogiques du préscolaire. Donc c'est tout un complexe au niveau de l'école normale supérieure dont le rôle et la contribution est d'améliorer le niveau de formation au niveau de l'enseignement secondaire dans les lycées et collèges. Merci, professeur Jean-Claude Bationneau. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'école normale supérieure de Koudougou. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà, nous restons dans le secteur de l'enseignement supérieur et cette formation appelée formation certifiante de courte durée. Elle est à sa 2e édition. Elle a duré 5 jours, dispensée à des étudiants sur le thème de la recherche scientifique documentaire, entre autres, surtout Justin Dabiré. C'est parti pour la 2e édition de la formation certifiante de courte durée à l'université Naziboni. 77 étudiants et professionnels de la santé, dont 59 étudiants nationaux et 18 étudiants étrangers de 8 pays de la sous-région, participent à cette formation de courte durée en recherche documentaire scientifique, en rédaction scientifique, en communication scientifique et en outils numériques d'élaboration des références bibliographiques. Il s'agit pour les formateurs de donner aux participants les outils nécessaires leur permettant de recueillir des informations et connaissances scientifiques sur Internet et les réseaux sociaux. Nous allons partager avec les participants comment hacker la connaissance sur Internet, comment retrouver les informations scientifiques sur Facebook, sur YouTube, comment extraire les vidéos de YouTube, les convertir en audio, comment extraire aussi du texte sur l'image et acquérir les syntaxes, les techniques de base. Une des missions donc, de Naziboni, n'est-ce pas, c'est aussi assurer la diversification de l'offre de formation. Donc à travers donc, son centre d'excellence, nous offrons donc cette formation de courte durée qui devrait permettre aux participants d'acquérir des connaissances qui doivent leur permettre, n'est-ce pas, de mieux produire, c'est-à-dire que de produire quantitativement et qualitativement dans le domaine scientifique. Satisfait des résultats issus de la première édition qui a eu lieu en août 2019,
Les responsables de l'université Nazi Boni, à travers le Centre d'excellence africain en innovation biotechnologique pour l'élimination des maladies à transmission vectorielle, ont décidé de la tenue de cette deuxième édition. Nous avons délivré en fait la première session de formation courte durée en août 2019. Justement, ça portait effectivement sur ces outils innovants. Et ça a pu regrouper quand même pas mal d'étudiants à la fois burkinabés, mais également des participants qui sont venus presque de la quasi-totalité des pays de la sous-région. Et je dois dire en fait que ça a été une très très belle expérience. Et beaucoup de ces étudiants effectivement qui sont venus à cette première formation, d'ailleurs, ont demandé à pouvoir s'inscrire effectivement au niveau du centre d'excellence. Et si vous voyez en fait que nous sommes en train de délivrer également la deuxième session aujourd'hui, ça veut dire que ça a été un réel succès. Et nous en sommes vraiment très fiers. Et on pense effectivement que nous allons continuer effectivement sur cette lancée. Je m'attends à être nanti de toutes ces outils de recherche et à me performer pour pouvoir être apte à écrire des articles. Les participants à cette formation de courte durée viennent des universités Aube Nouvelle et Nazi Boni et de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Les présidents de ces trois universités ont reçu des attestations de reconnaissance pour couronner les efforts de la quête permanente de l'excellence académique. On parle encore de numérique, mais cette fois-ci en termes d'infrastructure et d'équipement. C'est le sens du projet G-Cloud, cette plateforme numérique de stockage des données au profit de l'administration, des entreprises privées et des citoyens. Et pour cela, il faut des installations adéquates, des équipements que le ministre de l'économie numérique est allé visiter, notamment dans les villes de Dédougou et de Bobo-Dioulasso. Compte rendu, Romeo Koïta. Pour cette visite terrain, le ministre en charge du développement de l'économie numérique était accompagné d'une forte délégation. Première escale, le Haut-Commissariat de Dédougou, qui bénéficie du système G-Cloud. Cette infrastructure de stockage des données au niveau national. Les installations sont déjà effectuées et le système est même déjà fonctionnel. Ici, à la direction provinciale des impôts du Moun, le G-Cloud a sensiblement amélioré les services. Avec le G-Cloud qui est là, le débit est vraiment énorme. Donc ça veut dire que le temps de traitement des différents actes qu'on a à notre niveau, franchement, c'est vraiment acceptable actuellement par rapport à l'ancien système. À l'instar de ce centre des impôts, plus de 100 services publics sont actuellement connectés à ce système numérique, selon Adjafat Mantassanon. À Bobo-Dioulasso, il est déployé au gouvernorat, à l'hôtel administratif et à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins. Ce projet gouvernemental vise à améliorer la compétitivité des services numériques. Vous avez vu que ça a une grande composante fibre optique qui a permis de relier un certain nombre de bâtiments. Ici, dans la région des Hauts-Bassins, les services donc, en charge des finances sont reliés et nous avons visité un certain nombre de services. Il y a une grande satisfaction parce qu'il y a une grande amélioration avec l'utilisation de la fibre optique. Et aujourd'hui, le cloud, c'est vrai que nous n'avons pas encore lancé officiellement, mais c'est déjà 101 services déployés sur le cloud. Et il y a une plateforme e-learning. L'université virtuelle a sa plateforme sur le cloud. Il y a le centre de formation professionnelle de Ouaga a des cours en ligne et bon an mal an, c'est à peu près 22 500 élèves et étudiants qui exploitent déjà le cloud. Le G-Cloud est mis en place aussi bien pour l'administration publique que privée, car il dispose d'une grande capacité de stockage, rassure la ministre. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable de continuer à héberger des données des Burkinabés à l'extérieur. Il n'y a pas de sécurité. C'est pour ça que l'État investit énormément d'argent pour que nous disposions de telles infrastructures et il nous appartient aujourd'hui à l'utiliser. Le projet a déployé plus de 1000 km de fibre optique à travers le territoire. Le réseau interurbain est long de 650 km et relie Ouagadougou, Yako, Ouaigua, Tougan, Dédougou, Ouarkoy, Bobo-Dioulasso et Bagré jusqu'à la frontière ghanéenne. Le coût du projet est d'environ 40 milliards de francs CFA. À terme, le gouvernement vise le maillage du territoire grâce à l'association du G-Cloud et du projet Backbone qui est aussi en cours de réalisation. Débuté en 2015, il prend fin en 2020. La réception officielle de l'infrastructure, c'est pour bientôt, indique le chef du département en charge du développement de l'économie numérique. C'est un geste de solidarité qui vaut sans doute son pesant d'or pour des enfants en extrême fragilité. Un don de vivres, œuvre de l'association Les Amis de la Chine au Burkina Faso, à l'endroit de l'orphelinat
Om Kizito. Céline Touré, Sandrine Zoukouri. De la manne tombée du ciel pour les orphelins de l'orphelinat Om Kizito, la pandémie de coronavirus a quelque peu freiné les dons en faveur de l'orphelinat. C'est pourquoi ce geste de l'association Les Amis de la Chine populaire au Burkina Faso est accueilli comme une bouffée d'oxygène pour les responsables de Om Kizito. Mardi, j'étais là et la sœur en parlait qu'il va falloir trouver l'argent pour acheter du lait. On donne quand on a un cœur et le cœur a parlé. On ne sait pas comment Dieu a fait pour aller toucher le cœur de l'association des Amis de Chine, mais le cœur a parlé et vraiment c'est tombé, bien tombé comme on dit. Om Kizito traverse une période difficile, fonctionnelle et économique. Donc, on ne a fait pas de leurs inquiétudes. Donc, comme ça rentrait dans notre cadre, on a répondu présent à leur appel. C'est composé du lait, du couscous arabe, des déodorants, de eau de javel, pommes de terre, oignons, etc., etc. Ça a une valeur de 2 400 000. Créée en 2015, l'association Les Amis de la Chine populaire au Burkina Faso intervient dans l'humanitaire. Elle est à sa 3e action depuis sa création et compte se rendre à Bobo Dioulasso et Zignaré dans les jours à venir. Ce sujet de formation pour terminer, l'ONG Oxfam qui outille plusieurs personnes, des associations de la société civile sur l'élaboration de projets, mais aussi sur le respect des droits de l'homme, entre autres. Le compte rendu Justin Amonto. La participation des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de projets, la promotion de la bonne gouvernance et la protection des droits humains est l'objectif visé par l'ONG Oxfam en collaboration avec l'ambassade royale du Danemark à travers cet atelier de formation débuté ce 28 juillet. Nous, à Oxfam et au niveau de l'ambassade royale du Danemark, nous voulons promouvoir l'inclusivité. Et cette inclusivité concerne surtout les vulnérables. Et parmi les vulnérables, vous savez bien qu'il y a les femmes. Et lorsque la société civile décide d'accompagner l'État par rapport à la question de l'amélioration de la gouvernance, il faudrait qu'on intègre la participation de la femme dans ce processus. L'intégration du genre dans la conception, la planification et le suivi-évaluation constituent le noyau de cette formation. Pour les participants, c'est une bonne initiative. En tant que coordinatrice de projet, nous avons vraiment besoin des aptitudes pour maîtriser la question du genre. Et cela va depuis la conception des projets, la planification et le suivi-évaluation. Et cet atelier nous permettra d'avoir assez d'éléments pour pouvoir pour prendre en compte la question du genre dans tout ce que nous faisons. Selon le formateur, les participants doivent maîtriser certains outils afin de renforcer leurs capacités. Les participants doivent par exemple maîtriser la toile de l'institutionnalisation genre. Il y a d'autres outils tels que le profil des activités, etc., que nous allons voir ensemble et les aider à voir comment est-ce qu'on peut appliquer l'outil en fonction de son contexte. Ces participants bénéficieront de 3 jours d'échanges et de formation dans le respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. À la fin de la session, un cahier de participants sous forme de catalogue guide sera mis à leur disposition. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain donc à 19h30. Au revoir.